Salut à toutes et à tous, merci de nous recevoir sur la radio web Jena, disponible également sur le www.jena.info. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner sur notre chaîne, également disponible sur YouTube. Jena TV, c'est la chaîne de Jena. L'émission qui nous réunit aujourd'hui, c'est Santé Assure, cette émission-là qui fait le tour de tous les médecins pour vous apporter chez vous le bien-être, des informations que vous ignorez aussi peut-être sur votre santé, la santé de vos enfants, de votre famille. Nous en parlons donc dans cette émission Santé Assure. Notre invité aujourd'hui, c'est Monsieur Kabo Kossi. Il est ingénieur biologiste, président de l'association pour la promotion des biologistes médicaux au Togo. Il va se présenter tout à l'heure, mais avant tout, bienvenue sur la web radio Jena dans Santé Assure. Alors, nous nous tournons vers vous, Monsieur Kabo. J'ai tout à l'heure fait les présentations. Vous êtes ingénieur biologiste. Vous avez également une clinique. Nous y reviendrons. Mais le thème qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est l'importance des analyses biologiques dans une prise en charge. Monsieur d'abord, bonjour. Bonjour Tata. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, le thème que nous avons choisi cadre bien sûr avec votre titre, puisque vous êtes ingénieur biologiste. Vous allez pouvoir nous décortiquer ce sujet des analyses biologiques dans une prise en charge médicale. Tout de suite, la première question, qu'est-ce que la médecine biologique, la biologie médicale? Merci d'abord du choix de cette bonne thématique qui doit intéresser plus d'un parce qu'il apporte autant d'informations sur la prise en charge médicale d'un patient. La biologie médicale, c'est cette spécialité médicale qui s'occupe des analyses médicales, c'est-à-dire qui traite du diagnostic, du pronostic, du suivi thérapeutique et même de l'épidémiologie. Voilà. Donc quand on parle de biologie médicale, c'est l'exploration de l'organisme à partir des fluides, des liquides biologiques que nous pouvons récupérer sur un organisme, un individu. D'accord. Quand vous parlez du liquide, on parle de sang, on parle d'urine, on parle de sueur, on parle de salive, on parle même d'un liquide lacrymo. Tout ce qui est en fait liquide sur l'organisme, c'est les larmes. Les larmes, voilà. D'accord. Donc tout ce qui est liquide, vous faites les analyses de cela. Voilà, on a donc défini la biologie médicale. Alors, comment appelle-t-on une personne qui travaille dans votre domaine que vous avez choisi, c'est-à-dire en laboratoire et tout? Voilà. En fait, en laboratoire, ou bien le laboratoire médical est ce département où nous avons une pluralité de compétences professionnelles. Comparé aux autres corps de métier de la santé, où il y a peut-être le professeur et puis le docteur revient en même temps, ou bien il y a l'infirmier qui est là directement. Dans la médecine de laboratoire ou bien en biologie médicale, nous avons différents grades. Mais tous les différents grades que nous avons pourront être regroupés dans cette catégorie que nous appelons un biotechnologiste ou simplement un biologiste. Parce que notre dénominateur commun, c'est la biologie. Donc, dans nos rangs, nous pouvons rencontrer un technicien de laboratoire, on peut rencontrer un technicien supérieur de laboratoire, on peut rencontrer un ingénieur biologiste, ce que vous êtes, comme je suis, on peut rencontrer un master, et on pourra tomber sur un PhD, un médecin ou un pharmacien biologiste. Donc tout cela en réalité forme ce qu'on appelle le bloc des professionnels de la biologie médicale. Maintenant chacun exerce le métier à un niveau donné de la pyramide. Alors la quintessence donc, de ce thème que nous avons choisi, l'importance des analyses biologiques dans une prise en charge médicale, est due au fait qu'il y a certains patients, quand on leur demande de faire des analyses biologiques pour être sûr de ce qui les dérange, du mot qui les a amenés vers le médecin, ils ont tendance à être réticents à faire ces analyses. C'est vrai que c'est parfois un peu coûteux, ils ont tendance à être réticents. Dites-nous, quelle est l'importance de faire une prise de sang, une analyse biologique pour convaincre ces patients-là? Bien sûr, merci beaucoup. Comme nous l'avons tantôt dit dans l'introduction, la biologie médicale est cette spécialité qui traite en vérité des analyses médicales. Et quand on parle de ces analyses médicales, c'est aller en profondeur. Quand on dit analyse dans notre vie courante, c'est d'aller fouiller, diagnostiquer, vérifier ce qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est en fait ça qui permet de faire une méditation continue, progressive sur l'état de santé d'un individu. Donc quand nous demandons à l'hôpital par exemple des analyses pour l'exploration d'un organisme, c'est en fait après une consultation médicale où le médecin va émettre ce qu'on appelle le diagnostic présomptif. C'est-à-dire que vous arrivez peut-être avec une fièvre,
vous arrivez avec les maux de tête, les céphalées. Quand on parle de maux de tête et de fièvre, tout un tas de maladies peuvent manifester ce signe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir donc commencer par faire des examens qui vont permettre de poser un diagnostic de certitude. Est-ce que c'est le paludisme qui est à la base des maux de tête ou de la fièvre dont vous souffrez? Est-ce que c'est la fièvre typhoïde qui en est responsable? Est-ce que c'est une autre pathologie qu'on n'a même pas imaginée qui est responsable de cette pathologie dont vous souffrez? Donc quand on parle donc de l'importance des analyses, les analyses nous permettent en réalité de poser le diagnostic de certitude sur un fait qui est resté dans la présomption au niveau de la consultation médicale. Ça nous permet aussi en même temps de faire du diagnostic. C'est-à-dire quand vous posez le diagnostic présomptif, vous allez faire maintenant le diagnostic de confirmation et c'est à base de ce diagnostic de confirmation qu'on pourra disposer des outils de traitement. Ça veut dire aussi en même temps que les analyses ont pour importance de nous donner un pronostic vital. Vous venez dans un état comateux où on ne sait pas de quoi, on ne sait réellement de quoi il s'agit, ou bien vous perdez du sang par des saignements. On suspecte en même temps qu'il y a la conjonctive qui est peut-être un peu pâle, et on pense que vous êtes en train de faire une anémie. Tout à l'heure, on va vous demander des examens qui vont permettre d'explorer ce détail et donc de faire un pronostic sur votre état de santé, sur votre vie, donc un pronostic vital. Vous allez à l'hôpital toujours pour les soins de santé, on vous demande des analyses. Des fois, vous serez déjà sous un traitement donné et au cours du traitement, le médecin a besoin de savoir si son traitement qu'il a mis en place arrive à apporter le remède dont il a besoin. Ou bien si au contraire, le traitement qu'il a mis en place endommage des organismes, des organes dans votre organisme. Donc là-bas, le laboratoire ou bien les analyses biologiques apportent un outil que nous appelons le suivi thérapeutique. Il permet donc de suivre le traitement qui est mis en place et de s'assurer donc de l'efficacité du traitement afin de changer ou de continuer la procédure thérapeutique qui est mise en place. À côté de ces outils, en fait, je parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'outils en réalité que les analyses apportent. Des fois, quand on va à l'hôpital, le malade s'attend à ce que le prélèvement qui est fait, c'est-à-dire l'analyse qui est demandée, révèle un résultat immédiatement positif. Non. Pour le biologiste ou bien pour le médecin qui a demandé, les analyses n'ont pas seulement pour objectif de venir confirmer le diagnostic que vous avez. Ça peut aussi infirmer le diagnostic qu'on pense et c'est ce qui même permet en fait d'aller beaucoup plus en profondeur dans les recherches, dans les investigations médicales pour un apport beaucoup plus cohérent à la santé du malade que nous avons. Alors, on vient de parler donc de ce qui amène à faire ces analyses biologiques. Est-ce que de soi-même, on peut se lever pour aller faire une analyse biologique ou forcément, on a besoin que le médecin traitant nous recommande une analyse biologique avant de le faire? Voilà. Ça nous amène sur un grand terrain parce que quand nous parlons des analyses médicales, je vais essayer de mettre une petite nuance entre ces analyses et ce qu'on appelle un bilan de santé. D'accord. Voilà. Quand on parle d'analyse médicale, naturellement, ça doit être une demande suite à une consultation. C'est-à-dire, vous faites une consultation, on identifie un certain nombre de pathologies qu'on va essayer de chercher par les analyses médicales. Là, naturellement, il faut forcément passer par une consultation pour qu'on puisse objectiver la demande des examens qu'on vous prescrit. Jusqu'à la fin, quand les résultats vont sortir, il faudrait pouvoir les interpréter et les utiliser pour une fin utile. Voilà. Autre chose, si vous allez par exemple à l'hôpital, nous avons des engins que nous utilisons de jour au lendemain. De temps en temps, on se dit voilà, j'entends tel bruit dans mon moteur, ou bien il y a déjà 6 mois, je n'ai plus fait vidange à ma voiture, à ma moto. On va vouloir faire. Parler là du corps humain. Merci. On va vouloir donc aller chez notre mécanicien qui est le médecin pour faire une petite révision. Là, c'est un bilan de santé. Donc, un bilan de santé peut être fait soi-même sans une demande venant d'un médecin. C'est-à-dire, vous vous levez, vous arrivez, vous avez dit par exemple que voilà, je veux explorer mon foie, j'ai un problème du foie, ou bien je vais faire mon bilan de santé. Et rapidement, on vous compose les examens qu'il faut faire et on vous prend en charge. Ça, vous n'avez pas forcément besoin d'une consultation, mais l'idéal pour faire une analyse aurait été de passer par une consultation avant de venir au laboratoire. Et à quel moment est-ce qu'on doit se sentir dans le besoin de faire ce bilan de santé dont vous venez de parler, docteur? Ok. Et parlant d'un moment précis, il faut tenir compte encore alors de la vie des hématocytes, les globules rouges. En réalité, les globules rouges que nous portons dans notre organe n'ont qu'une demi-vie, une durée de vie de 120 jours. Les 120 jours équivalent à 4 mois. Oui. Voilà.
Donc, à chaque 4 mois, normalement, nous devons repasser en revue les différents examens passés que nous avons faits. 4 mois Ça alors. veut dire que la fréquence pour reprendre les examens à l'hôpital, quand il s'agira de faire un bilan de santé, normalement, chaque 4 mois, il faudrait pouvoir le faire. D'accord. Mais au Ce n'est pire pas des cas, par an comme le disent. non, ce n'est pas normalement par an. Un bilan de santé n'est pas normalement par an. C'est qu'au pire des cas, quand nous n'arrivons pas à honorer au minimum des 4 mois, on demande donc de ne pas dépasser le délai d'1 an pour pouvoir explorer. Sinon, le délai réglementaire pour un bilan de santé, c'est chaque 4 mois. Donc, il faut le faire environ 3 fois par an. Vous allez voir que c'est en fonction de ces informations d'ailleurs que, par exemple, si vous allez au centre national de transfusion sanguine, un individu pourra donner de son sang 3 fois par an. C'est à cause des mêmes statistiques en réalité que ces hypothèses sont posées et placées que nous utilisons aujourd'hui. Donc que nous soyons en bonne santé, que nous soyons malades ou pas, on a besoin forcément de faire un bilan de santé 3 fois l'an. Voilà, c'est d'ailleurs ça l'avantage d'un bilan de santé. Comme je l'avais dit, un bilan de santé ne va pas permettre ou bien ne cherche pas forcément ce qu'on voit déjà à l'œil. Des fois, vous allez être à la maison, vous mangez paisiblement, vous buvez paisiblement, vous vous sentez dans un confort et vous vous dites que vous êtes en pleine forme. Malheureusement, quand vous allez vous rendre à l'hôpital pour un bilan de santé, on vous sortira tout un tas de soucis, de pathologies qui nécessitent une prise en charge. Donc les analyses, en fait, c'est pourquoi il parle de pronostic et de diagnostic. Donc les analyses vont voir ce que l'œil ne peut pas encore voir. Parce qu'à partir du moment où on commence par ressentir des malaises, c'est que le mal est arrivé à un niveau donné déjà. Donc le diagnostic aurait pu permettre de diagnostiquer de façon précoce. Et de prévenir les complications. Alors que tout ce que nous appelons aujourd'hui les signes cliniques qui sont la base d'une consultation médicale, ce sont des éléments qui viennent des conséquences d'une maladie qui existe déjà. Donc on n'a pas pu prévenir, on n'a pas pu diagnostiquer de façon précoce. C'est ce qui a amené à une conséquence que vous ressentez la fièvre, vous ressentez la maux de tête, vous avez peut-être je ne sais pas quoi comme signe que vous manifestez. Tous ces liquides qui font objet d'analyse ou comment vais-je le dire, d'analyse biologique. Ce à quoi nous sommes habitués, ce à quoi nous faisons souvent allusion quand on veut faire une analyse médicale, c'est la prise de sang, n'est-ce pas? Quel est l'objectif d'une prise de sang? Voilà. Comme vous l'avez dit, en réalité, il n'y a pas que la prise de sang pour faire une analyse. Mais si nous allons d'abord nous atteler à l'importance d'une prise de sang, une prise de sang permet d'abord de rechercher et d'étudier la physiopathologie, les différents éléments figurés du sang. Et quand on parle des éléments figurés du sang, ce sont les hématies, ce sont les globules blancs et ce sont les plaquettes. C'est d'abord les 3 éléments-là qu'il faut rechercher. Est-ce qu'au niveau des hématies, nous avons un souci particulier? C'est parler des anémies, c'est parler des hémoglobinopathies, ainsi de suite. Est-ce qu'au niveau des globules blancs, nous avons un souci? C'est parler de ce que nous appelons couramment infection. De quel type d'infection il s'agit quand vous rentrez dans les détails toujours sur cet échantillon de sang, toujours en laboratoire, on va vous spécifier que voilà, votre infection a une origine virale, votre infection a une origine bactérienne, votre infection a une origine parasitaire par exemple. Rien qu'à partir du sang, on peut détecter tout cela. À partir du sang, on peut déjà avoir cette présomption et maintenant demander des examens complémentaires pour aller confirmer cette présomption analytique. Wow. Donc c'est un peu ça ce que les analyses apportent. À partir du sang, puisque c'est dans le sang que tout se passe, le sang constitue notre essence. Comme dans votre moteur, vous avez du carburant que vous mettez dedans, et si le carburant ne circule pas dans les différents niveaux utiles, vous n'allez pas avoir un bon fonctionnement de votre engin. C'est de la même manière que dans notre organisme, tout ce qui se passe de bien comme de mal, c'est ce sang qui le transporte, parce que c'est les gaz respiratoires sont contenus dans ce sang. Donc il y a tous les détails en même temps qu'on peut retrouver là-bas. Bien que dans certaines éventualités, on peut ne pas retrouver certaines autres pathologies en fonction des types de la pathologie cherchée, on peut ne pas retrouver ça dans le sang. Donc il va falloir donc aller vers le liquide qui est spécifique pour cette recherche. Mais à partir de cette prise de sang, on peut détecter quand même par une piste. On peut détecter déjà une piste par rapport à ça. Voilà par exemple quelqu'un qui vient à l'hôpital, qui tousse, on demande une NFS comme un exemple. Et sur une NFS, plus précisément. Une NFS, c'est ce que nous connaissons souvent, mais on l'appelle numération formule sanguine. Et souvent on l'appelle NFS, Oui. mais en définition, c'est la numération formule sanguine. C'est l'analyse la plus demandée. Oui. Et couramment, le commun degré d'infection pour chercher l'infection, voir si on est anémié. Donc à partir de cet examen rapidement, on peut voir que voilà, vous avez peut-être
une fraction de vos globules blancs qui est touchée. Donc en fonction de la fraction qui est touchée, on peut dire en même temps il s'agit d'une infection bactérienne parce que vous toussez. On peut donc demander crachat bas, analyse de crachat bas, donc les crachats, pour aller rechercher donc le germe spécifique de la toux. À partir de ce même sang, on peut rapidement se dire voilà c'est viral et on va peut-être demander d'aller faire une sérologie de VIH, d'hépatite B en fonction de la fraction qui est touchée. Mais là, au moins, on pourrait encore faire cette analyse à partir du sang. Mais par exemple, vous venez et vous plaignez d'un problème gynécologique. Peut-être un homme, par exemple, qui vient et qui a un souci de fertilité. On lui demande une NFS et on trouve que sur son schéma, il y a un problème dans la lignée bactérienne. Donc, il faut forcément lui demander, par exemple, un spermogramme. C'est aussi un liquide. Le sperme est un liquide de l'organisme. Donc, on va aller rechercher au niveau de ce sperme, est-ce qu'il y a une infection, est-ce que la numération est bonne, est-ce que l'homme là pourra transmettre la génération à d'autres espèces humaines à venir. Chez la femme, on peut dire, voilà, la femme par exemple n'est pas virile, elle n'arrive pas à faire ci ou cela. Voilà, donc on va lui demander des analyses toujours à partir de ces liquides. Mais tout part plutôt par l'analyse sanguine, oui, n'est-ce pas? L'analyse sanguine est en fait l'analyse de base qui oriente vers tous les autres examens qu'il faut compléter. Si vous nous rejoignez, mesdames, messieurs, vous êtes sur la web radio Djena TV également. L'émission Santé Assure reçoit pour vous aujourd'hui l'ingénieur biologiste, Monsieur Kambo Kossi. Il est le président de l'association pour la promotion des biologistes médicaux au Togo. Le thème que nous avons choisi, c'est l'importance des analyses biologiques dans une prise en charge médicale. Alors, on parlait à l'instant de la prise de sang, l'objectif de la prise de sang. Pourquoi est-ce qu'il est recommandé, de faire cette prise de sang-là à jeun? Voilà. La prise de sang ne nécessite pas obligatoirement que le patient soit à jeun. Ça dépend. Mais c'est ce qui est recommandé, non? Je dis non, ce n'est pas nécessaire en réalité pour tous les types d'analyses. Par exemple, si vous devez faire une glycémie, vérifier votre taux de sucre dans le sang, c'est recommandé d'être à jeun. Pourquoi vous allez être à jeun? Si vous mangez, ce que vous allez manger va vous apporter un taux de sucre supplémentaire. C'est clair. Ce qui va fausser les données qu'on va vous donner, sortir au résultat, au laboratoire. Donc pour faire l'analyse du diabète, spécifiquement, il faut le faire à jeun. D'accord. Il y a par exemple les cholestérols. On dit que vous avez un gros poids, vous avez une masse corporelle assez élevée et vous voulez vérifier si vous avez un excès de lipides, des huiles dans l'organisme. On va vous demander les cholestérols. Pour faire les cholestérols, il faut aussi venir à jeun. Ça fait 2 alors. Ça fait 2 alors. Et quand on parle des cholestérols, c'est qu'il y a une chaîne, d'autres fractions d'éléments dans les cholestérols. Là-bas, déjà, il y a 4 autres éléments. Et donc, pour cet ensemble, il faut être à jeun pour faire cette analyse. Mais si c'est pour faire une NFS, par exemple, c'est vrai que ça agit légèrement sur les résultats, mais la fluctuation n'est pas significative pour donner une interprétation biaisée sur votre état de santé. Donc, c'est un faux problème quand on demande, par exemple, de faire une simple GE ou une NFS de rester à jeun pour venir le faire? Pour faire une GE, je ne pense même pas qu'on vous dira à l'hôpital d'être à jeun. Si on vous le dit, c'est que c'est un peu aberrant. Ce n'est pas utile. Là où nous sommes ici tout à l'heure, si vous me donnez le matériel et qu'il faudrait vous faire le prélèvement pour une NFS, je vais vous le faire. S'il faut faire un prélèvement pour une goutte épaisse, je vais vous le faire. Il n'y a aucune complication, il n'y a pas de... Donc on peut le faire également à tout moment de la journée. Il n'y a pas que le matin. Même la nuit. La preuve, c'est que dans les services de garde, la nuit, on fait les prélèvements pour faire des NFS. Tu peux tout à l'heure finir de manger, on te fait un prélèvement. C'est vrai que quand on mange, par exemple, la fonction de l'organisme change un peu de débit, un tout petit peu. Mais ça n'apporte pas des outils, ça n'apporte pas un élément qui puisse vraiment agir sur la qualité des résultats. Alors, nous allons poursuivre donc dans notre série de questions. Vous avez parlé du sang à partir duquel se détectent donc plusieurs autres maladies dont souffre le corps. Aujourd'hui, le cancer est devenu la bête noire de l'homme. On entend parler de cancer à tout bout de champ. Est-ce que le cancer également se détecte dans la prise de sang? Oui. La réponse d'emblée, je dirais oui. Maintenant, dans les commentaires, on va comprendre pourquoi j'ai dit oui. Si nous prenons la même analyse, en réalité, la NFS, c'est une analyse, même si tu vas à l'hôpital et qu'on ne te la demande pas, toi-même, il faut demander si il devait faire une NFS.
Et si vous voulez faire une NFS, ce n'est pas parce que vous avez envie de faire la NFS ou bien parce que nous avons la volonté de renchérir, de renflouer notre caisse qu'il faut le faire. Donc il faut savoir aussi interpréter les résultats de la NFS. Oui. Parce que c'est l'analyse de base qui oriente vers toute autre analyse, donc tout diagnostic possible. Vous venez par exemple à l'hôpital, on vous demande votre simple NFS et sur la cellule, nous voyons un envahissement médulaire. Au laboratoire, on constate qu'il y a un envahissement médulaire. Ça veut dire forcément qu'il y a une réaction proliférative qui se passe dans ta moelle ou bien à un autre endroit de l'organisme. C'est déjà un syndrome prolifératif qui nécessite d'aller chercher un cancer. Donc, tu retourneras à l'interrogatoire auprès du médecin qui va te poser un certain nombre de questions. Par exemple, on te demande si au niveau des seins, tu as des nodules. On cherche, on sent qu'il y a des nodules. Donc, on peut suspecter que cette prolifération qu'on avait remarquée sur la NFS pourrait être due donc, à ces nodules que tu as à ce niveau. Si ce n'est pas le cas, on continue les diagnostics en posant des questions. Peut-être on va tomber finalement sur un endroit ou bien un emplacement où le problème se pose. On peut aller même à l'imagerie médicale pour compléter donc les diagnostics et pouvoir confirmer la présence de cancer. Donc la NFS, la prise de sang, constitue un élément indispensable pour poser un diagnostic présomptif ou une orientation pour le dépistage des cancers. Et quel que soit le cancer, ou il y a certains cancers qui ne sont pas détectables dans le sang. Il faut dire que quel que soit le cancer, sauf que les cancers ont différentes phases. D'accord. Quand le cancer est à ses débuts, on peut ne pas encore ressentir les effets dans l'organisme à partir du sang. Et d'ailleurs, même à ce stade, vous-même, vous n'allez pas encore aussi ressentir grand-chose. Mais quand le cancer est arrivé déjà à la phase que nous appelons cancer, comme on le sent, on l'entend, parce que quand on parle de cancer à l'hôpital, ça a différentes connotations. Donc quand nous sommes en face d'un cancer, comme nous l'appelons cancer, ça veut dire que forcément, en phase aiguë, ça veut dire que forcément, il doit avoir déjà des éléments qui précurseurs dans le sang. Alors, et si à partir de cette analyse sanguine, on arrive à détecter que la personne a le cancer, il y a d'autres analyses forcément qui doivent se faire pour savoir de quel cancer il s'agit. Oui. Si nous prenons l'exemple du cancer de la peau, c'est un exemple banal comme ça. Si à partir du sang, on arrive à détecter que cette personne-là commence par faire un cancer de sang, quel autre examen par exemple il faudra? On peut faire une coupe histologique de cette peau et analyser la coupe histologique de la peau, voir les cellules prolifératives qu'on peut détecter le lymphome par exemple de Burkitt qui permettra donc de confirmer ces aspects. Par exemple, vous parlez toujours aussi d'un cancer du col, on peut faire un FCV, frottis cervico-vaginal, c'est toujours au laboratoire, et on va pouvoir identifier le germe qui s'appelle le plus souvent le human papillomavirus et qui confirme que vous êtes en train de faire le cancer du col de l'utérus. Donc en fonction du type de la maladie, la prise de sang est très primordiale pour qu'on puisse on dira que les examens biologiques jouent un rôle majeur dans la démarche de soins médicaux, n'est-ce pas? Voilà. Aujourd'hui, il est clairement prouvé et certifié que les analyses médicales occupent au moins 70% dans la prise de décision sur l'état de santé d'un malade. On ne peut plus traiter aujourd'hui de façon syndromique. C'est-à-dire vous venez, on voit les syndromes, les signes que vous manifestez, on vous prescrit. C'était l'ancien temps. On ne peut plus prescrire, traiter les maladies aujourd'hui sans connaître l'étiologie réelle. Une des preuves en est que tout récemment, un décret ministériel est sorti instituant le fait de ne plus traiter sans résultat, de ne plus prescrire des antibiotiques sans résultat. Par exemple, vous n'allez pas vous lever et dire voilà, j'ai une plaie quelque part, tu cherches amoxicilline. On ne vous le vendra pas en pharmacie. C'est le premier réflexe. Ça ne va plus être vendu en pharmacie parce que la consigne est bien ancrée dans le germe au niveau des pharmacies. Donc forcément, il faut faire des analyses et cette analyse va rechercher le germe en cause, chercher le type de produit qu'il faudrait prescrire pour ta bonne prise en charge. Et si on espère obtenir que voilà, tout antibiotique, c'est-à-dire face à telle maladie, cet antibiotique est plus sensible que tel autre antibiotique. Et on choisit, le médecin ne fera que regarder sur la fiche du résultat et copier. En fait, il fait une copie simplement de ce qui a été donné comme diagnostic. Donc, on ne peut plus traiter aujourd'hui sans faire au moins une analyse. Ce n'est pas possible. Donc, je récapitule, je résume en disant forcément que les analyses occupent au moins 70%
de part dans la prise de décision sur l'état de santé ou le protocole de soins des malades. Si nous rentrons un tout petit peu dans votre laboratoire, M. Cabot, comment se fait donc ces analyses dont on a parlé? Juste une petite idée, un sommaire pour nous, pour qu'on puisse avoir une petite idée là-dessus de ce qui se fait dans votre laboratoire, de comment vous procédez donc pour nous ramener ces résultats médicaux. Dans tout laboratoire aujourd'hui, il faut dire que pour ça, au moins, il faut féliciter le gouvernement, le ministère de la Santé, qui a su mettre en place des normes qualité que nous utilisons pour donc certifier les différentes étapes, les différentes phases analytiques qui sont mises en place pour sortir un résultat. Donc, quand vous venez par exemple chez moi, d'abord les procédures sont rédigées, affichées. Vous allez savoir les différentes étapes que je dois obéir à suivre, voilà, pour pouvoir produire un résultat. Ça veut dire que si vous suivez ces étapes, il y a une reproductibilité dans les résultats qu'il va produire. Si vous prenez M. X, moi, M. Cabot, je vous fais une analyse en respectant sa procédure. Je sors mon résultat et je quitte mon laboratoire, peut-être un M. Y revient, le même échantillon, dans les mêmes conditions et sur les mêmes procédures que j'ai mises en place, vous allez avoir encore le même résultat. Donc quand vous venez à l'hôpital, il y a forcément une salle de prélèvement où on va faire le prélèvement. Et quand on prend le prélèvement, maintenant le prélèvement rentre au laboratoire pour les pré-traitements jusqu'à l'analyse. Ce n'est pas forcément le sang qu'on prélève de vous qui constitue l'élément, le spécimen pour l'analyse. On va prélever le sang total que vous allez voir rouge et en fonction du type d'examen qu'on a demandé, on va peut-être faire des pré-traitements, une centrifugation, une décantation et utiliser la partie qui est utile et donc produire le résultat qu'il faut. Et ces différents détails, nous on l'a appris et c'est ce que nous maîtrisons. Parce que ça semble plutôt, je ne sais pas comment dire, technique. Technique, on essaie d'imaginer, mais on ne sait pas véritablement ce qui se cache derrière. Quand on prend le sang, c'est toute une machinerie, toute une ingénierie qui est mise en place derrière pour qu'on puisse produire un résultat. Il n'y a rien dedans d'imagination. La technologie est là, le système est là, les principes sont acquis et les procédures sont observées, respectées. Vous allez voir que vous produisez un résultat sur lequel vous-même vous avez une conscience un peu très apaisée. Et quand on vous appelle au téléphone pour vous demander voilà tes résultats, ça signifie quoi? Peut-être même en prenant votre bière, vous pouvez répondre avec paix parce que vous savez que vous avez respecté un certain nombre de procédures. Le sujet semble en tout cas banal, mais il est d'une importance capitale. Nous parlons de l'importance des analyses biologiques dans une prise en charge médicale. Aujourd'hui, quand on demande à un patient d'aller faire un prélèvement de sang pour qu'on puisse détecter dans son sang ce qu'il a ou ce qu'elle a comme maladie, il y a des patients qui sont réticents, comme quoi ils n'ont pas déjà beaucoup de sang dans le corps et on s'en va également prélever encore ce sang-là pour faire des analyses. Finalement, on va les vider de leur sang. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ceux-là qui sont réticents pour aller vers ces centres biologiques pour se faire prélever du sang? Voilà. Il faut dire que l'organisme humain doit avoir en moyenne 5 litres de sang. Donc quand on parle d'une anémie, quand on suspecte même une anémie, ce n'est pas que vous êtes en deçà de 1 litre de sang, non. Dans votre organisme, vous devez avoir encore en moyenne 3 ou 4 même, mais faire une anémie. Donc dire que faire un prélèvement va vous anémier ou bien va compliquer votre état, c'est un peu trop dit. L'autre élément, pour faire un prélèvement du sang en vue de faire des analyses, ce n'est pas une grande quantité. À peine 5 ml, 10 ml. C'est rare de le prendre jusqu'à 20 ml. Et quand on parle de millilitres, vous-même vous imaginez la quantité qu'on doit prendre pour cette analyse. Donc, n'oublions pas, il y a aussi beaucoup d'entre ces personnes, ces patients qui disent qu'il n'y a pas de l'argent. Sans analyse, le traitement n'a pas de fondement. Donc, je préfère qu'on fasse des analyses pour connaître ce dont on s'agit, de quoi on souffre, et dire qu'on n'a pas vraiment les moyens pour acheter les médicaments, au moins tu sais de quoi tu souffres, que de prendre l'argent et aller s'acheter un médicament qui est susceptible de te nuire encore davantage ou de compliquer ton état de santé. Donc pour une prise de sang, en vue de la réalisation d'une analyse, je conseille simplement de l'accepter et de le faire comme on vous le conduira. Aucun prestataire de la santé n'accepterait prélever une quantité qui vous soit nuisible. Même si tel est le cas, il y a des précautions secondaires qu'on va mettre en place pour votre survie. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de l'interprétation qui se fait de ces analyses médicales? Oui. Bon, pour interpréter les analyses médicales, on tient compte d'abord du sexe de la personne. Vous allez voir que je vais prendre peut-être un résultat d'une analyse quelconque pour un monsieur X et une dame Y. Vous allez avoir peut-être les mêmes données, les mêmes valeurs,
mais l'interprétation qu'il y aura en bas ne sera pas la même chose. Ça veut dire que nous tenons compte du sexe. À part le sexe, on tient compte aussi de l'âge. À part l'âge, on tient compte aussi de l'état clinique du patient. Par exemple, si je prends un drépanocytaire, chez qui on trouve un taux d'hémoglobine de 11, je ne vais pas crier qu'il y a anémie. Mais si je prends quelqu'un qui est de profil AA, chez qui on trouve 11, un adulte AA, chez qui on trouve 11, c'est qu'il y a une légère anémie. Voilà, il y a de quoi s'inquiéter, dire qu'il y a anémie et qu'on va supplémenter l'organisme de ce patient-là en ces produits. Donc c'est pour dire que l'interprétation tient compte du sexe, de l'âge, des conditions cliniques, c'est-à-dire des critères cliniques dont le patient souffre et de certains autres éléments qui rentrent dans la technicité en laboratoire. Alors, monsieur Cabot, aussi, vous êtes ingénieur biologiste et président de l'association pour la promotion des biologistes médicaux. En quoi consiste cette association? Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de l'association pour la promotion des biologistes médicaux au Togo? La question est très bienvenue et ça me fait beaucoup plaisir. Parce que au départ, l'histoire de la biologie est une histoire assez longue. Les gens n'avaient pas une bonne connaissance du département de la biologie. La preuve en est, vous venez de le dire, que les patients ont une réticence dans les faire des analyses. Bien sûr. Donc nous, aujourd'hui, professionnels de la chose, et conscients de notre place dans la société médicale et de l'apport qu'on a pour pouvoir sécuriser la santé de nos populations, nous avons donc pris la responsabilité de regrouper, de réunir nos collègues de la corporation biologiste, voilà, au sein de cette association pour qu'on puisse incorporer les principes de base pour vous sortir les bons résultats. Si je parlais de la qualité qui est aujourd'hui un acquis pour nous, c'est parce que nous avons travaillé ardemment pour que tous les collègues puissent adhérer à ce principe de manipulation suivant une procédure donnée. Au niveau de l'association, nous sensibilisons, par exemple tout récemment en août dernier, nous avons fait une tournée nationale de sensibilisation à la conscience professionnelle. Et dit nationale, c'est qu'on est allé jusqu'à Saint-Casé et on a terminé par Lomé. Et on est rentré dans les différents laboratoires du territoire, que ce soit privé, que ce soit public, que ce soit confessionnel. Et l'occasion était pour nous de leur dire que vous travaillez sur des humains et nous avons l'obligation de bons résultats. Ce n'est pas l'obligation de résultats. On a conscientisé les gens à faire le travail dans les bonnes conditions pour produire de bons résultats. Parce que, rassurez-vous, si on sort un mauvais résultat, le médecin prescrira un mauvais médicament et la morgue serait remplie. Oh là là. Donc il faut produire forcément un bon résultat. Au-delà de ça, nous constituons un cadre de formation ou bien de recyclage. Il y a des thématiques que nous traitons au quotidien dans nos groupes, sur nos plateformes professionnelles. Il y a des questions que les collègues rencontrent dans leurs différents laboratoires. Ils posent des questions sur les plateformes, nous répondons. Bref, il faut dire que notre association a 3 objectifs principaux. D'abord, promouvoir le corps des biologistes médicaux au Togo, promouvoir la formation continue et donc promouvoir la qualité des prestations des biologistes médicaux du Togo. De façon résumée, voilà. Vous avez parlé là des techniciens du milieu biologique. Et qu'est-ce qui se fait envers ces patients-là qui viennent vers vous pour la prise en charge biologique, la prise en charge par rapport aux analyses biologiques? Qu'est-ce qui se fait envers ces patients? Parce qu'ils ont également besoin d'une conscientisation ou je ne sais pas, d'être conscient du fait qu'on a besoin forcément de faire ces analyses biologiques, n'est-ce pas? Voilà. Quand les patients viennent, il faut d'abord les garantir que tout ce que vous voulez leur faire, c'est pour leur intérêt. Et c'est bien sûr ça, ce n'est pas qu'on est en train de les convaincre à quelque chose qui n'existe pas. De par le passé, les médecins ou bien nous n'avons pas du temps nécessaire pour expliquer les différentes demandes des examens aux malades. Moi, j'ai assez d'exemples et je ne vais pas abuser de votre temps. Donc quand le malade vient et qu'on compose une liste de paramètres à faire, il faut prendre le temps, en tant que biologiste, de faire comprendre à la personne les intérêts que revêt chaque paramètre qu'on vous a demandé. Vous allez voir, quand on finira même de vous présenter ces intérêts, même si vous n'avez pas de l'argent et qu'il faut prêter de l'argent pour la circonstance, ça va se faire. Bien sûr. Voilà. Merci, on monsieur Cabot aussi. Je crois qu'on a fait un tout petit peu le tour de la question de l'analyse biologique qui est très importante dans une prise en charge. On a peut-être oublié ou omis de parler d'un sujet. Si oui, dites-nous. Bon, l'essentiel concernant les analyses médicales a été abordé, sauf si ce serait important de revenir sur le fait d'aller beaucoup plus en profondeur par rapport à certaines analyses spécifiques, chose qui intéressera encore beaucoup plus le public et même les prestataires médicaux.
Pourquoi pas? Nous y reviendrons puisque nos auditeurs, nos téléspectateurs ont la possibilité d'intervenir sur notre page Facebook. Ils nous proposeront peut-être des sujets. Nous reviendrons vers vous pour avoir plus de détails à leur proposer. Alors, je rappelle également que vous êtes le responsable de la clinique Bonne Vie. Où se situe cette clinique et qu'est-ce que vous proposez comme soin à la clinique Bonne Vie? Ok, la clinique Bonne Vie, comme son nom le dit, c'est que nous prônons en fait la bonne santé, la bonne vie de nos populations, de nos patients qui viennent chez nous. La clinique Bonne Vie est assise à l'entreprise de l'Union, à côté de la place des loisirs, le Bercail. À la clinique Bonne Vie, différentes prestations sont au rendez-vous. Nous faisons de l'imagerie médicale, c'est-à-dire les échographies, que ce soit pelvienne comme non pelvienne. Nous faisons des consultations gynécologiques. Nous faisons de l'accouchement et de la maternité en même temps associés. Nous avons la médecine générale qui s'occupera de vous recevoir, de vous entretenir, peut-être de vous référer vers les départements utiles. Nous avons un service de pédiatrie qui s'occupe du cas des enfants. Nous avons de la kinésithérapie qui permet de vous relaxer quand vous vous sentez assez fatigué, que vous avez des soucis. Ça doit faire du bien. Voilà. Et nous avons aussi un service de laboratoire impeccable qui permet de donner les résultats les plus attendus, de bons résultats ou de bons soins. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Santé Assure a reçu pour vous aujourd'hui Monsieur Kabo, qui est également le président de l'association pour la promotion des biologistes médicaux au Togo. Monsieur Kabo, merci de nous avoir prêté ce temps qui vous est bien sûr précieux. Merci à vous également de nous avoir invités et merci aussi aux téléspectateurs qui s'intéresseront à ce sujet. Voilà, qui referme donc ce numéro de votre émission Santé Assure. Merci de votre aimable attention et à vous qui nous regardez sur la TV Djena. Merci encore de nous faire confiance. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro pour parler d'autres sujets. Et derrière cette caméra, Rémi Humpati. À très bientôt.